Salut à toi, consoeur ou confrère Hunter, et bienvenue sur cette misérable chaîne YouTube. Comme tu dois t'en douter, il s'agit de ma seconde vidéo qui va traiter de la suite de la première vidéo que j'ai tournée récemment. Mais avant toute chose, de grands changements s'imposent. Et oui mon petit pote, dans un premier temps, nouveau logo. Et ensuite, il faut savoir que j'ai augmenté la qualité visuelle de la vidéo. En effet, j'ai amélioré la qualité de l'image, que j'ai passée en 4K, et j'ai également... En fait, c'est tout. Mais c'est déjà bien. Tu peux aussi aller voir mon compte Instagram, où je fais des petits montages rigolos. Bon, c'est pas tout, mais là, on se fait un peu chier. Alors, passons aux choses sérieuses. Vidéo numéro 2, jingle. Commençons par reprendre le sommaire. Dans la première vidéo, nous avons vu 2 premiers chapitres, à savoir le récit politique de l'histoire et le récit avant expédition. Dans cette vidéo, nous allons voir les 2 premières heures et demie de la traversée. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les 6,5 heures suivantes de traversée. Ce qui fera au total les 9 premières heures de traversée. Ensuite, ce sera terminé pour le premier jour et on passera sur le second jour sur la prochaine vidéo, second jour de traversée. C'est déjà le chaos aux étages inférieurs où se trouvent Mise-Sutomo, Chidori et Olio. Le bateau prend le départ du voyage. Il atteindra la limite du monde connu en 3 semaines, il fera un ravitaillement, puis une révision. Il y aura ensuite 5 semaines de voyage pour arriver au Nouveau Monde. La famille royale de Kakin ainsi que les passagers ordinaires débarqueront au premier arrêt, mais Beyond et le Junishin continueront vers le vrai Nouveau Monde. Un premier mort au niveau 1 est à déplorer. Woody, un des gardes du corps du prince numéro 14, Waburu. Kurapika se rend compte que les gardes royaux qui sont avec lui ne sont pas au courant de la guerre de succession. Étant donné que ces gardes sont passés par Pariston, il en déduit que Pariston n'est pas au courant non plus. Lors du premier repas, nous voyons la princesse numéro 10, Kasho, discuter avec la princesse numéro 11, Fujetsu. Elles ont la même mère, la reine numéro 6. La première propose à la seconde une alliance et de tuer tous les autres princes. Elle mentionne ensuite le fait que lorsqu'elles ne seront plus que 2, elle demandera clémence à son père afin d'épargner sa sœur. Nous sommes de retour chez Kurapika. 4 morts de plus sont à déplorer. Kurapika s'empresse alors de protéger la reine Wato et son fils Waburu. Il prend ensuite l'initiative d'annoncer aux gardes la guerre de succession qui est organisée au sein de la famille royale. Les gardes sont stupéfaits. Kurapika leur pose alors un ultimatum. Étiez-vous au courant? Si vous mentez, ma chaîne le verra et vous tuera. 2 gardes avouent alors qu'ils le savaient. Sous la pression de Kurapika, ils avouent également ne pas être spécialement du côté du prince Waburu. Ils disent qu'ils sont employés par les reines et qu'ils ne sont pas là pour tuer Waburu, et que les 5 gardes du corps qui sont morts étaient là dans le même contexte qu'eux. Selon Kurapika, c'est probablement la bête de naine de Waburu qui a tué les gardes, certainement parce que ces derniers étaient hostiles envers elle. Néanmoins, on ne sait pas vraiment si cette exécution est une attaque externe ou interne. C'est alors que des bêtes de naine d'autres princes se manifestent chez le prince numéro 14, Waburu. Kurapika annonce sur le canal des gardes l'apparition des bêtes de naine. Il demande à ses camarades Senritsu et Biscuit ce qu'il en est de leur côté. Rien chez Senritsu, mais Biscuit en a également repéré. Il est à noter que les bêtes de naine ne sont visibles que par ceux qui maîtrisent le naine. Les princes et leurs gardes ne les voient donc pas. Biscuit dit à Kurapika qu'elle pense que c'est un naine parasitaire. Bill explique que le naine parasitaire utilise l'aura de son hôte et qu'il active ses facultés. L'hôte n'en a ni la conscience ni la maîtrise. Si l'hôte se fait aspirer toute son aura,
Il considérera simplement qu'il a subi un gros coup de fatigue inexpliqué. Kurapika et Bill entendent des cris. Un des gardes, Seirudo, a été manipulé et a tué 3 gardes, dont les 2 envoyés par les reines. Seirudo attaque alors Kurapika et Bill. Kurapika le maîtrise très rapidement. Kurapika demande à Bill si les facultés de Seirudo sont primordiales pour l'équipe. Bill lui répond que ce sont plutôt les facultés de Carton qui l'étaient. En effet, elles permettaient de créer des véhicules afin de s'échapper en cas de besoin, comme par exemple un bateau. Bill explique ensuite la faculté de Seirudo qui consiste à créer une boule d'énergie permettant de capturer et de manipuler à souhait les insectes aux alentours. Kurapika juge que la faculté de Seirudo sera utile à des fins d'espionnage. Il décide donc d'utiliser une de ses facultés, Steel Chain, la chaîne de l'index voleur, qui lui permet d'aspirer le naine de quelqu'un. Néanmoins, il y a un risque. En aspirant le naine de Seirudo, ce dernier sera en situation de Zetsu et ne sera donc plus protégé contre le parasite manipulateur qui se trouve en lui. Kurapika, contre l'avis de Bill, lui dit qu'il faut tenter l'expérience afin d'obtenir des informations qui pourraient les sauver plus tard. Il exécute alors son plan et, stupéfaction, le parasite sort de Seirudo. Pour utiliser un naine capturé, Kurapika doit utiliser Emperor Time. Néanmoins, l'utilisation de cette faculté lui coûte 1 heure de vie pour 1 seconde d'utilisation. De plus, une fois que Kurapika a utilisé la faculté capturée, cette dernière retourne à son propriétaire. Autrement dit, si Kurapika active la faculté, elle lui coûte très cher en durée de vie, mais s'il l'arrête, il la perd. Il doit donc utiliser cette faculté de manière très stratégique. Seirudo, qui est dépossédé de son naine ainsi que du parasite, est envoyé en détention. Sur les 11 gardes du corps du prince numéro 14 Waburu, 8 sont morts, 1 est en détention. Il ne reste donc plus que Bill et Kurapika. La reine numéro 7 Seventy minimise le danger qui pèse sur ses enfants, la princesse numéro 12 Momose et le prince numéro 13 Marayamu. Elle dit à l'ensemble des gardes des 2 princes que Momose est assez grande pour se débrouiller et qu'il faut surtout concentrer la protection autour de Marayamu qui est petit. Le prince numéro 9, Haruken Burugu, annonce à son père qu'il souhaite se retirer de la course à la succession. Wakoro lui répond qu'il est libre de faire comme bon lui semble. Le prince numéro 4, Tsiridoni, propose une alliance au prince numéro 5, Tsubepa, et ce dernier l'accepte. Tsiridoni lui dit que les princes numéro 1 à 3 sont insupportables, que les 6, 7 et 8 sont sans ambition, que le 9 s'est désisté et que les 10 à 14 sont... que les 9 à 14 sont... que les 9 à 14 sont jeunes et... Putain, que les 9 à 14 sont jeunes et sans influence. Le roi de Kakin nous explique que le rituel de la jarre a permis au royaume de Kakin de se développer et de devenir grand, et que c'est également ce qui l'a conduit à mener ce grand projet de voyage vers le Nouveau Monde. Teeta, garde du prince numéro 4 Seridoni, discute avec le garde Sarokofu. Après l'annonce de Kurapika sur le canal des gardes, ils savent que leur prince voudra en savoir plus sur le naine et s'y préparent. Ils en viennent à la conclusion que c'est Teeta qui devra éduquer le prince sur la question afin de maîtriser au mieux sa formation et de ralentir au maximum son apprentissage. Le but étant de protéger le prince dans le cas où ses frères et sœurs viendraient l'attaquer et aussi de limiter l'utilisation du naine par le prince afin que, à son tour, lui n'attaque pas ses frères et sœurs. Le prince numéro 7, Rutzoze, apprend l'existence du naine. Ses gardes lui expliquent qu'il faut au moins 1 an afin de maîtriser cette pratique. Il y renonce et maintient son plan d'alliance avec le prince numéro 5, Tsubepa. Il ordonne ensuite à ses gardes de le protéger à tour de rôle. Quant au prince numéro 6, Taizon, elle est complètement à côté de la plaque. Ces bêtes de naine sont des sortes de fées qui prennent soin d'elle. Le prince numéro 8, Sarizare, se moque complètement de la guerre de succession et passe du bon temps avec des jolies filles. Les gardes du prince numéro 9, Haruken Burugu, sont tous morts. Quant au prince numéro 4, Seridoni, il se présente à Teeta et la questionne sur le naine. En voyant l'ampleur édifiante de la bête de naine de son prince, Teeta comprend qu'elle doit absolument empêcher son prince de maîtriser le naine. Elle lui répond qu'il s'agit d'une faculté particulière et Tsiridoni comprend que Teeta maîtrise le naine. En ce qui concerne les gardes-morts du prince numéro 14 Waburu fournis par les autres princes,
Aucun des autres gardes n'a d'informations, ce qui est vraiment très étrange. La princesse numéro 2, Kamira, demande à son père des précisions sur les conditions pour être roi. Le prince numéro 3, Shorai, en a fait de même précédemment, mais pas de la même manière. Elle demande à ce que le terme survivre soit appliqué au sens biologique du terme. Autrement dit, que 13 princes doivent mourir, et elle souhaite qu'ils se suicident de leur propre chef. Le roi Wakoro lui répond que la seule règle est la suivante. Le seul et unique survivant sera désigné comme mon successeur officiel. Puis, il ajoute que l'interprétation de cette règle fait partie intégrante de la bataille pour la succession. L'attitude de la princesse numéro 2, Kamira, indigne le prince numéro 1, Benjamin, qui a assisté à la scène. Une fois Kamira parti, Benjamin décide qu'il faut en finir et s'en va tuer ses frères et sœurs, en commençant par le prince numéro 4, Tseridoni. Il demande au commandant Barusa Miruko de lui amener son frère, le prince numéro 4, Tseridoni, vivant, afin de le tuer lui-même. Barusa Miruko refuse en lui expliquant que c'est une très mauvaise idée, et ceci pour 2 raisons principales. La première, les bêtes de naine des princes ne sont pas visibles par les autres princes, même s'ils savent utiliser le naine. Il est donc nécessaire de comprendre pourquoi et de régler le problème avant d'attaquer, car attaquer sans voir les bêtes de naine est du suicide. La seconde raison, c'est que l'appel d'urgence de Kurapika a mis au courant tous les autres princes de l'existence des bêtes de naine, ce qui est une perte d'avantage sérieuse à prendre en compte dans le changement de plan, qui à la base était justement l'attaque surprise aux naines. Selon Barusa Miruko, si Kurapika a fait cette annonce, c'est par acte de dissuasion. De cette manière, le changement de plan de tout le monde est de rigueur, ce qui ralentit donc la guerre de succession. Le gel de la situation fait le jeu des princes de bas niveau en améliorant leur sécurité, mais pas celui des princes de niveau supérieur, pour qui le facteur risque devient trop important. Le prince numéro 1, Benjamin, convoque tous les miliciens des princes supérieurs, car il maîtrise le naine, et leur affecte la mission de remplacer tous les gardes en poste et de faire très attention aux bêtes de naine et aux hunters. Il est ordonné qu'à la moindre hostilité, au nom de la légitime défense, ils sont autorisés à tuer. Cette manœuvre devrait faire le vide au sein des princes et des hunters. Cette disposition met en rogne la princesse numéro 2, Kamira. Le prince numéro 4, Tseridoni, s'en bat les steaks. Et le prince numéro 5 veut en savoir plus sur Kurapika. Kurapika ne peut communiquer avec ses compagnons que par le biais de la radio qu'il a utilisée pour l'annonce précédente. Malheureusement, cette dernière est connectée à tous les gardes et contrôlée par l'armée royale. Il ne peut donc malheureusement pas contacter ses compagnons pour enquêter sur les autres princes. Bill propose à Kurapika d'utiliser la faculté de Seirudo. Kurapika prend note, mais répond que c'est risqué et qu'il vaudrait mieux mettre au point d'abord un plan d'utilisation. Bicento, un des gardes de la famille royale rattaché au prince numéro 1 Benjamin, se présente aux appartements du prince numéro 14 Waburu, où se situent Kurapika et Bill. Il tue Sandora, une servante de la reine Watto, qui se trouvait dans l'entrée. Il dit qu'il a utilisé son droit de légitime défense, car soi-disant, elle l'aurait attaqué au couteau. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura été utile, ou même les deux à la fois. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Tu peux également mettre un petit commentaire, ce qui me ferait vraiment plaisir et qui m'aiderait vraiment à améliorer les prochaines vidéos que je vais monter. Et puis voilà, si le contenu de cette chaîne te plaît, tu peux éventuellement t'abonner afin d'être au courant le premier de la sortie de la prochaine vidéo.